Ce matin, le baril de pétrole a franchi la barre symbolique des 100 dollars sur les marchés internationaux et les Émirats arabes unis viennent tout juste d'annoncer officiellement leur retrait de l'OPEP. Un véritable séisme économique? Oui. Absolument. Et la cause directe de ce séisme, eh bien, c'est une myriade de minuscules bateaux iraniens rapides, équipés de drones à très bas coût, qui parviennent en ce moment même à paralyser les couloirs maritimes pourtant surveillés par la plus grande puissance navale de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans The Debate. Bonjour à tous. L'échange stratégique de ce vendredi est sponsorisé par ProWave AI et bien sûr généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Oui, et précisons d'emblée pour nos auditeurs que Stylo News, c'est en fait la version grand public du logiciel Stylo Intellops. C'est un outil de renseignement qui était initialement conçu pour les opérations gouvernementales, militaires et commerciales. C'est ça, ça offre une puissance d'analyse inédite. Tout à fait. Cette plateforme offre ainsi à notre public un accès direct à des outils d'aide à la décision qui sont, disons-le, de niveau mondial. Voilà, alors nous sommes le 1er mai 2026. L'analyse d'aujourd'hui se concentre sur l'escalade critique au Moyen-Orient opposant l'Iran aux États-Unis et à Israël. Et la question centrale qui structure notre examen est la suivante. L'Iran doit-il être autorisé à poursuivre son développement nucléaire et son soutien aux guerres par procuration ou bien les opérations militaires de la coalition américano-israélienne doivent-elles se poursuivre sans relâche pour enfin forcer Téhéran à cesser ses activités et pacifier Gaza et le Liban? Et par extension, bien sûr, il faut se demander comment le Moyen-Orient et l'Union européenne doivent s'engager. Est-ce par la voie diplomatique ou par la force militaire? Exactement. Et en ce qui me concerne, je suis intimement persuadée, en regardant les faits, que le maintien d'une forte pression militaire et d'un blocus naval strict reste la seule stratégie réaliste éprouvée pour neutraliser la menace nucléaire iranienne et stabiliser durablement l'architecture sécuritaire de la région. Eh bien, j'avance pour ma part une lecture diamétralement opposée. Enfin, les mécanismes historiques et les données actuelles nous montrent assez clairement que la coercition militaire unilatérale renforce systématiquement les factions extrémistes au sein de l'appareil d'État iranien. Ça fragilise gravement nos alliances occidentales. Hmm. Et je suis convaincu qu'une résolution diplomatique multilatérale est aujourd'hui le seul outil capable d'éviter un embrasement économique et militaire mondial. Alors, entrons directement dans les faits sur le terrain, si vous le voulez bien. L'opération Epic Fury, qui a été menée le mois dernier par les forces américaines et israéliennes, a indéniablement dégradé les infrastructures militaires de l'Iran. Certes, L'élimination du guide suprême Ali Khamenei a porté un coup sans précédent à la hiérarchie du régime. Simultanément, les opérations israéliennes au sud Liban ont permis le démantèlement physique de plus d'1 millier de sites du Hezbollah, notamment, vous savez, ces vastes réseaux de tunnels souterrains à Kantara. Ce sont des succès tactiques tout à fait mesurables. Mais attendez, je vous arrête sur l'évaluation de ces succès d'apparence. Des succès d'apparence. Oui, car l'opération Epic Fury a certes atteint des cibles de très haut niveau, mais analysons un instant le mécanisme psychologique et politique qu'elle a déclenché. En éliminant le guide suprême, la coalition n'a pas du tout décapité le régime. Elle a en fait créé un vide de pouvoir qui a été immédiatement comblé par les éléments les plus radicaux de l'IRGC. Mais l'IRGC a profité du cessez-le-feu. Laissez-moi juste finir ce point. Paradoxalement, la force de frappe américaine a consolidé le pouvoir absolu des militaires iraniens, marginalisant instantanément les dirigeants civils modérés qui, eux, plaidaient pour une désescalade. Mais soyons pragmatiques. L'analyse des récents rapports de renseignement révèle une mécanique très troublante. L'IRGC a cyniquement profité du cessez-le-feu temporaire du 7 avril pour réparer ses sites souterrains de missiles et surtout miner activement le détroit d'Ormuz. Ce qui prouve que l'approche purement militaire et ce qui prouve que l'Iran s'inspire très clairement du modèle de dissuasion de la Corée du Nord. Ils en ont tiré une conclusion stratégique très simple. Seule l'obtention de l'arme nucléaire garantira la survie du régime. Les opérations militaires actuelles et le blocus naval imposé par le CENTCOM ne sont donc pas des actes d'escalade gratuite. C'est une nécessité factuelle pour empêcher ce franchissement du seuil nucléaire. sur le plan purement tactique, votre lecture de l'efficacité du blocus se heurte à une réalité militaire à la fois fascinante et franchement redoutable. L'Iran n'utilise pas une armée conventionnelle que le CENTCOM peut simplement détruire par des frappes ciblées. Vous parlez de la guerre asymétrique ? Exactement.
Téhéran a déployé ce que les stratèges appellent une défense en mosaïque. Expliquez précisément comment cette approche asymétrique parvient, selon vous, à contourner l'imposant dispositif américain. Eh bien, c'est un principe de saturation. Imaginez le fonctionnement d'un virus face à un système immunitaire. L'armée américaine possède des destroyers qui valent des milliards de dollars, qui sont équipés de systèmes radar Aegis ultra sophistiqués. Mais, et c'est là le point crucial, chaque navire dispose d'un nombre limité de missiles intercepteurs. Oui, la fameuse flotte de moustiques. Voilà. L'IRGC utilise cette flotte de moustiques, c'est-à-dire des centaines de petites vedettes rapides non habitées et de drones lavaux explosifs qui sont extrêmement peu coûteux, couplés à un minage naval très intensif. Si l'Iran lance 500 de ces petits vecteurs simultanément dans un goulot d'étranglement comme le détroit d'Ormuz, la mathématique est implacable. Le système est submergé. Le navire de guerre le plus avancé au monde sera saturé, oui. C'est très exactement ce mécanisme qui a conduit à la capture récente de navires commerciaux massifs comme l'Epaminondas ou le MSC Francesca. La pression militaire classique est factuellement inopérante face à une guérilla navale aussi décentralisée. Bon, cette asymétrie tactique est réelle, je vous l'accorde volontiers. Toutefois, elle ne rend pas le blocus inopérant, elle rend simplement son application plus complexe. Le blocus paralyse méthodiquement l'économie iranienne de l'intérieur, asphyxiant sa capacité à financer le terrorisme régional à long terme. Hmm. Mais si nous suivons votre logique où seule la diplomatie est viable, comment expliquez-vous le comportement actuel de Téhéran? Je veux dire, si les dirigeants civils veulent négocier, pourquoi l'Iran refuse-t-il catégoriquement les discussions directes sous la pression, se contentant d'utiliser des canons intermédiaires au Pakistan ou à Oman? Les rapports indiquent clairement qu'ils utilisent ces voies diplomatiques uniquement comme un écran de fumée pour gagner du temps et bien consolider la protection de leurs centrifugeuses nucléaires. Non, ce n'est pas un écran de fumée, c'est une pure question de survie institutionnelle. Comprenez bien la mécanique politique à Téhéran en ce moment. Lorsqu'un pays est soumis à un blocus naval perçu comme une menace existentielle directe, accepter des négociations bilatérales publiques avec Washington, c'est immédiatement interprété par l'IRGC et la population conservatrice comme une autre trahison ou une capitulation. Donc la pression civile n'a aucun poids. Les canaux omanais et pakistanais sont utilisés parce qu'ils constituent le seul mécanisme diplomatique permettant de sauver la face et de maintenir une posture de résistance sur le plan intérieur. Des figures civiles comme le président Pezeshkian ou le ministre des Affaires étrangères Arakchi étaient prêtes à faire des concessions pour alléger les sanctions. Était prête, oui. Mais la politique de pression maximale a validé le récit des extrémistes, à savoir l'Occident ne veut pas d'accord, il veut la destruction du régime. En appliquant une pression militaire insoutenable, l'approche américano-israélienne a littéralement détruit la crédibilité de l'interlocuteur diplomatique qu'elle prétendait vouloir amener à la table des négociations. Enfin, cette lecture présume que la faction civile a un jour eu le pouvoir réel de stopper le programme nucléaire. Ce que l'histoire récente contredit largement, vous savez. Les militaires ont toujours eu le dernier mot sur le dossier nucléaire en Iran. Mais vos remarques soulèvent un point tout à fait critique concernant la gestion internationale de cette crise. L'Europe prend effectivement ses distances. C'est indéniable. Vous affirmez que la coercition unilatérale est une erreur stratégique qui isole Washington. Pourtant, face à l'inaction chronique de la communauté internationale, une action déterminée n'est-elle pas indispensable, même si elle doit être menée en solitaire? Le coût de cette action solitaire est exorbitant, car elle provoque la fracture d'alliances occidentales fondamentales. Regardez les données factuelles qui remontent de la diplomatie européenne en ce moment. Le Royaume-Uni et la France ont officiellement décidé de lancer leur propre mission maritime défensive. Ils se distancient publiquement du commandement américain. Oui, Lord Peter Ricketts l'a mentionné? Exactement. Lord Ricketts a déclaré ouvertement la semaine dernière que les États-Unis n'étaient plus considérés comme un partenaire prévisible et fiable pour Londres. C'est un changement de paradigme tectonique pour l'OTAN. Et pendant que l'Occident se fissure, devinez qui exploite activement cette brèche? La Russie. La Russie. Nous savons aujourd'hui que Moscou partage en temps réel des renseignements satellitaires avec Téhéran, identifiant plus de 50 cibles énergétiques civiles israéliennes. Parallèlement, l'Iran n'est plus aveugle technologiquement. L'IRGC utilise l'accès aux satellites espions chinois TE-01B pour surveiller les mouvements de troupes américaines en Jordanie et en Arabie Saoudite et ajuste ses frappes de drones en conséquence. En agissant de manière brutale et isolée, la coalition pousse Téhéran, Moscou et Pékin dans une alliance stratégique d'opportunité, tout en aliénant ses propres alliés européens.
Alors, l'aliénation de l'Europe que vous décrivez, elle est davantage motivée par la peur immédiate pour son propre approvisionnement énergétique que par un véritable désaccord moral ou stratégique. De plus, cette perception d'isolement omet délibérément des développements régionaux vitaux. Lesquels? Oui, l'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui paralysée, incapable de faire appliquer la moindre résolution sur la liberté de navigation. Mais face à cette paralysie institutionnelle, le pragmatisme régional prend le relais. Le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, soutient de manière discrète mais très ferme le cadre de sécurité maritime imposé par le CENTCOM. Observez l'action de Bahreïn, par exemple. Bahreïn? Bahreïn démantèle très activement, en ce moment même, des cellules dormantes et d'espionnage de l'IRGC sur son propre sol. Les acteurs de la région comprennent très bien la mécanique du pouvoir iranien. La faiblesse invite l'agression. On ne peut pas attendre un consensus unanime de l'Union européenne quand la menace de prolifération est imminente, vous savez. C'est un point de vue, mais... Exiger une diplomatie multilatérale parfaite face à un acteur qui enrichit de l'uranium à 60%, eh bien, c'est un peu comme exiger que l'on rédige un traité sur l'architecture de la maison pendant que le salon est en flammes. L'action militaire américaine, bien qu'imparfaite, est le seul moyen de priver l'incendiaire de ses allumettes. L'image de l'incendie est frappante, c'est vrai, mais étudions les dommages collatéraux de cette intervention. Les alliés de l'OTAN, particulièrement dans les pays baltes et scandinaves, ne débattent pas de l'architecture de la maison, ils s'inquiètent de leur propre survie. Oui, face à Moscou. Américaines qui leur étaient destinées pour dissuader la Russie sont actuellement retardées. Les stocks de munitions de précision du Pentagone s'épuisent rapidement à cause du conflit au Moyen-Orient. Ce n'est pas un manque de courage de la part des Européens, Mais c'est une question de priorité. c'est un groupe d'alliés qui constate factuellement que le chef de la coalition vide les réserves d'eau de la ville entière pour éteindre un seul incendie, laissant les autres quartiers complètement sans défense face à une agression russe potentielle. Et cette fracture diplomatique nous amène inévitablement à la réalité macroéconomique qui, avouons-le, dicte souvent l'issue de ces conflits stratégiques. C'est exact. La stabilité macroéconomique est indéniablement mise à rude épreuve par ces dynamiques navales et diplomatiques. Mais nous devons évaluer ces perturbations économiques non pas dans l'absolu, mais à l'aune de l'alternative, c'est-à-dire un Moyen-Orient soumis à un chantage nucléaire permanent. Je crains vraiment que vous ne minimisiez l'ampleur du choc systémique en cours. Le coût socio-économique massif de cette approche par la force n'est pas une simple mise à rude épreuve de nos économies. Le baril de pétrole à $100 à cause du minage asymétrique du détroit d'Ormuz, ça déclenche une inflation en cascade. L'inflation est mondiale, oui. Plus grave encore, la dynamique régionale est tellement instable que les Émirats arabes unis, un pilier historique, ont jugé nécessaire de quitter officiellement l'OPEP aujourd'hui même. C'est un bouleversement sismique qui redessine tout le marché énergétique mondial. Et regardez l'impact direct sur les sociétés occidentales. Vous parlez des manifestations. Les rapports compilés par des outils analytiques confirment l'ampleur des violentes protestations internes aux États-Unis, les fameuses No Kings Marches. Les citoyens dénoncent l'impact direct de ce conflit sur le coût de la vie et fustigent une gouvernance perçue comme déconnectée de leur réalité économique. Je comprends la douleur économique. Éviter une récession qui affaiblira les démocraties bien plus sûrement que n'importe quelle attaque militaire iranienne directe. Écoutez, le tableau économique que vous dressez est rigoureusement exact. Et l'inflation est une réalité douloureuse pour nos concitoyens, c'est incontestable. Néanmoins, il manque cruellement de perspectives historiques face aux enjeux existentiels de la sécurité mondiale. Les turbulences économiques actuelles, même sévères, elles sont par définition réversibles. Réversible ? Oui. Les marchés s'ajustent, de nouvelles voies d'approvisionnement se créent, les prix finissent toujours par se stabiliser. En revanche, un Iran doté de l'arme nucléaire est une situation absolument irréversible. L'investisseur Warren Buffett a d'ailleurs récemment émis un avertissement fondamental sur la géopolitique moderne que nous ferions bien d'écouter. Il dit que le risque qu'un acteur instable obtienne une arme de destruction massive est factuellement la menace la plus grave et la plus définitive pour notre siècle. Mais pourquoi considérez-vous que la dissuasion nucléaire classique ne fonctionnerait pas avec l'Iran de la même manière qu'elle a fonctionné avec l'Union soviétique ou la Chine pendant des décennies ? Précisément à cause de la nature idéologique du régime, voyez-vous. Les mécanismes de dissuasion de la guerre froide reposaient sur la doctrine de la destruction mutuelle assurée. Les deux camps voulaient survivre. Or, la doctrine de l'IRGC repose en grande partie sur une eschatologie militante. Le martyr cosmique. Scatologie dans ce contexte, c'est une croyance théologique littérale en la fin des temps, qui valorise le sacrifice et le martyr plutôt que la simple préservation de l'État.
La rationalité de la dissuasion classique devient totalement inopérante face à un acteur étatique qui intègre le sacrifice ultime comme un accomplissement religieux. Un baril de pétrole à 100 $, des turbulences temporaires sur les marchés financiers, des protestations civiles, ne sont-ils pas un prix stratégiquement et factuellement modeste à payer aujourd'hui si cela permet d'éviter la nucléarisation inévitable d'un tel régime? L'économie peut guérir. Une détonation nucléaire ne se répare pas. Votre argument sur le risque nucléaire est profondément sérieux, je vous l'accorde, mais avez-vous analysé la chaîne de causalité de manière un peu plus critique? Vous affirmez que la coercition militaire prévient la prolifération, alors que l'histoire récente démontre très exactement l'inverse. Comment ça, l'inverse? L'ironie tragique de cette crise, c'est que la pression militaire maximale accélère précisément la décision de Téhéran de franchir le seuil nucléaire. L'appareil d'État iranien observe froidement le monde. Il regarde la Corée du Nord et la Libye. Les deux modèles opposés. Acceptable par la communauté internationale. Muammar Kadhafi, en revanche, a renoncé à son programme nucléaire pour s'attirer les faveurs de l'Occident. Et que s'est-il passé? Quelques années plus tard, il a été renversé par une intervention militaire internationale. Le contexte était très différent, lui. Le signal envoyé est le même. En appliquant un blocus naval impitoyable et en menant des frappes sur leur territoire, la coalition américano-israélienne ne dissuade pas l'Iran. Elle confirme au contraire la thèse des radicaux de l'IRGC, selon laquelle la seule garantie absolue de souveraineté et de non-ingérence, c'est la possession d'ogives nucléaires prêtes au lancement. C'est le paradoxe fatal de votre stratégie. La coercition brutale engendre la prolifération même qu'elle prétend prévenir. C'est un échange d'une densité remarquable et il est temps de synthétiser nos positions avec toute la gravité qu'exige ce moment historique. Mon analyse, qui est fondée sur les données tactiques et stratégiques actuelles, maintient que les opérations militaires contraignantes et le maintien du blocus restent le rempart nécessaire, aussi imparfait et coûteux soit-il, contre un Moyen-Orient nucléarisé. Les mécanismes observés montrent clairement que le régime iranien, contrôlé par l'IRGC, instrumentalise chaque répit diplomatique, non pas pour bâtir la paix, mais pour fortifier ses capacités asymétriques et protéger ses installations souterraines. Relâcher la pression sous couvert de dialogue multilatéral équivaudrait, selon moi, à une abdication stratégique dont l'architecture de sécurité mondiale paierait le prix de manière irréversible pendant des décennies. De mon côté, je conclus en m'appuyant sur les faits économiques et géopolitiques qui prouvent méthodiquement que l'action militaire unilatérale est contre-productive. Elle engendre la radicalisation du pouvoir iranien et fragilise l'économie mondiale jusqu'à un dangereux point de rupture, comme l'illustre l'inflation rampante et, bien sûr, le retrait des Émirats de l'OPEP aujourd'hui. Oui, un événement majeur. Et la défense en mosaïque de l'Iran a techniquement démontré sa capacité à saturer et paralyser les voies maritimes vitales, rendant caduque l'illusion d'une domination militaire absolue par la technologie conventionnelle. Un retour indispensable à une diplomatie multilatérale incluant véritablement les puissances européennes et régionales constitue la seule issue rationnelle pour éviter l'effondrement économique et établir un cadre de non-prolifération durable et vérifiable. Eh bien, malgré nos divergences profondes sur la méthode, nous convergeons indéniablement sur le constat fondamental, à savoir la gravité extrême et systémique de la situation actuelle. L'éventualité d'une prolifération nucléaire au sein d'un régime théocratique et la paralysie continue du goulot d'étranglement énergétique qu'est le détroit d'Ormuz représentent des enjeux véritablement existentiels. Tout à fait. Le fossé entre nos interprétations de l'efficacité militaire face à la résilience asymétrique prouve à quel point ce dossier demeure d'une complexité absolue. Il reste encore d'innombrables paramètres à analyser pour comprendre ces dynamiques qui évoluent chaque jour. Absolument. Il n'existe aucune solution mathématique simple à une crise où l'inflation mondiale, la psychologie de survie des régimes politiques et la technologie des armes de destruction massive sont si étroitement et dangereusement interconnectées. Avant de clore ce débat, nous tenons à préciser aux auditeurs que l'ensemble des faits, des chronologies et des données d'intelligence économique discutées aujourd'hui sont issus de Stylo News. Stylo News est une application très performante, disponible sur téléphone mobile et ordinateur, que les particuliers peuvent télécharger et configurer dès aujourd'hui. Oui, elle vous permet de personnaliser des briefings de type renseignements personnels,
compilés et vérifiés à partir de centaines de sources d'informations traditionnelles de premier plan, ainsi que des flux d'analyse de données du réseau X en temps réel. Pour comprendre les mécanismes du monde avant qu'ils ne fassent les grands titres, nous invitons formellement nos auditeurs à s'abonner à Stylo News en visitant le site www.stylonews.com afin d'obtenir à la demande une actualité factuelle, approfondie et propulsée par l'intelligence artificielle la plus avancée du marché. C'est un outil fascinant pour suivre cette situation. Tout à fait. L'histoire s'écrit en ce moment même dans les eaux du Golfe et le monde observe avec une grande attention les prochaines décisions des États majeurs. Merci d'avoir suivi notre analyse stratégique dans The Debate. À très bientôt. Au revoir.